Dans différentes régions de Russie, des partisans organisent des actions anti-guerre, auxquelles se joignent des citoyens qui s'opposent au régime du dictateur russe et criminel de guerre Poutine, et qui aspirent à une fin rapide de la guerre. Cela fait 4 ans que nous luttons, mais le gouvernement s'en moque complètement, Vladimir Vladimirovitch. L'opération toile d'araignée de l'Ukraine a été si dévastatrice que même les Russes commencent maintenant à remettre en question Vladimir Poutine. Vous voyez, pendant tout ce temps, les médias d'État russes, les médias du Kremlin, disaient aux citoyens russes à quel point la direction ukrainienne était incompétente. Ils ont traité le président Zelensky de toxicomane, de dirigeant illégitime, et même de malade mental. Mais maintenant, les citoyens russes commencent à se demander publiquement comment quelqu'un d'aussi incompétent peut détruire un tiers de la flotte de bombardiers de Poutine. Et ne vous fiez pas seulement à mes paroles, écoutez-le par vous-même. En Russie, comme toujours, ils sous-estiment leurs adversaires, et ils ont considérablement sous-estimé M. Zelensky et son équipe. Rappelons comment on l'appelait, un comédien, un drogué, dépassé, et ainsi de suite. Apparemment, les personnes qui l'appelaient ainsi, avec de tels mots et épithètes, s'affirmaient de cette manière. Des drones où l'intelligence artificielle a été utilisée, où la livraison a été utilisée, c'est une opération spéciale réussie. Vous comprenez? Dans le langage des services spéciaux, c'est une opération très réussie, audacieuse, efficace, qui a entraîné des coûts minimes et des dégâts s'élevant à des milliards de dollars. Que puis-je dire? Audacieux, efficace. Le voici, vous voyez, le chef du service de sécurité d'Ukraine. Comment cela est-il devenu possible? Ils ont passé 1 an et demi à tout préparer minutieusement, en calculant chaque détail. Après tout, c'est un succès du SSU, quoi qu'on en dise. Je ne veux étiqueter personne, ni porter de jugement, mais il s'avère que toute la machine d'État russe était préparée à tout, sauf à cette opération spéciale. Donc, ils ne l'avaient même pas envisagé comme une possibilité? Nous sommes tous coincés. L'emplacement des camions reste inconnu. S'il y a des camions et des installations de stockage similaires. Après... En effet, leurs démonstrations d'aujourd'hui peuvent perturber, même sans drones envoyés d'Ukraine, le fonctionnement des centres aériens vitaux pour la Russie. Nous pouvons voir qu'ils ont atteint la région de Yamour. Il s'avère que n'importe quelle arrière, n'importe quelle industrie, n'importe quelle direction peut être déstabilisée. Cela me rappelle l'opération spéciale du Mossad avec des dispositifs électroniques. Ici, c'est encore plus audacieux. Ici, on retrouve l'intelligence artificielle, la livraison, le stockage et la frappe elle-même. C'est une faiblesse, pas une force. L'adversaire a un modèle différent. Tout le monde s'est moqué de lui, n'est-ce pas? On disait qu'il était ceci ou cela, mais lui ou son équipe a créé un système. S'il a choisi cette équipe, alors il mérite du crédit pour avoir fait le bon choix. Lui ou son équipe? Si c'est son équipe, alors c'est à son mérite d'avoir choisi une telle équipe. Si vous pouvez, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous pour suivre les actualités géopolitiques comme celle-ci. Commençons. Et il ne ment pas quand il dit que la Russie ne s'est toujours pas remise de cette attaque. Parce que regardez ce clip sur votre écran. Voilà à quoi ressemblent les autoroutes russes. La Russie vérifie encore chaque camion dans le pays, et cela ralentit la chaîne d'approvisionnement dans une économie déjà au bord de l'effondrement. Bientôt, voilà à quoi ressembleront les points de contrôle russes. Les policiers demanderont simplement aux chauffeurs de camions s'ils savent s'ils transportent des drones tueurs ou non. C'est là qu'il est important de rappeler à tout le monde que les chauffeurs qui conduisirent les camions ayant attaqué les bases russes ne savaient même pas qu'ils transportèrent les drones. Ils transportaient une structure semblable à une maison. Ils croyaient que c'était un jour ordinaire, transportant une cargaison habituelle. Mais en réalité, ils faisaient partie de l'un des jours les plus historiques, l'un des jours les plus embarrassants de l'histoire russe. En fait, même le président Trump n'a pas pu s'empêcher de complimenter cette opération. Voici le rapport. Trump a qualifié en privé l'attaque de drones de l'Ukraine contre la Russie de badass, mais il craint que Poutine ne devienne fou en réponse et ne riposte de manière significative. Nous allons parler de la riposte dans un instant, car même avec cette riposte,
Le public russe est embarrassé et en colère contre Vladimir Poutine. Mais avant d'en arriver là, je veux vous montrer cet extrait d'un commandant russe qui critique publiquement Poutine et explique à quel point l'armée russe se fait battre sur les lignes de front. Regardons ça. Le 1er juin est pour les enfants, et ensuite c'est à vous, Vladimir Vladimirovitch. Je vous informe qu'ils ont fait décoller nos avions stratégiques. 95e, 22e, demain il y aura des négociations pédérastiques. J'ai l'impression qu'ils te tournent la bite dans l'oreille. Nous n'avons besoin d'aucune négociation aujourd'hui, nous sommes dans la merde. Nous avons été derrière notre joug à Irkoutsk. Ils ont montré leur force. Ils ont montré que leur stratégie fonctionne. Ils nous ont encore craché au visage. Ils ont craché sur notre intelligence et dans la bouche, parce que nous ne travaillons pas. Nous avons des dispositifs qui devraient vérifier chaque camion, mais les camions passent. Cette peste noire est arrivée dans toute la Russie, dans la bouche. Chaque jour, nous avons un régiment qui meurt. Très probablement, nos pertes sont indescriptibles. Chaque jour, putain, nous perdons un régiment. C'est probablement comme ça. Nos pertes ne se craignent pas. Nous nous battons depuis 4 ans. Le gouvernement s'en fiche, Vladimir Vladimirovitch. Aliyev est l'ami de Mishustin. La Banque d'État est à côté de la Maison-Blanche. Ils ont commencé à aider ouvertement l'Ukraine. Après un tel retour de bâton, Poutine devait agir et a donc promis des représailles totales. Et il n'a pas promis cela au peuple russe. Non, non, non. D'abord, il a appelé le président Trump et lui a fait savoir que l'Ukraine pouvait s'attendre à quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Voici le compte-rendu de l'appel. Je viens tout juste de terminer un entretien téléphonique avec le président Vladimir Poutine de Russie. L'appel a duré environ 1 heure et 15 minutes. Nous avons discuté de l'attaque contre les avions russes, stationnés menés par l'Ukraine, ainsi que de diverses autres attaques qui ont eu lieu des deux côtés. C'était une bonne conversation, mais elle ne mènera pas à une paix immédiate. Le président Poutine a dit, et très fermement, qu'il devra répondre à la récente attaque contre les aérodromes. Nous avons également discuté de l'Iran et du fait que le temps presse concernant la décision de l'Iran sur les armes nucléaires, une décision qui doit être prise rapidement. J'ai déclaré au président Poutine que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires et sur ce point, je crois que nous étions d'accord. Le président Poutine a suggéré qu'il participerait aux discussions avec l'Iran et qu'il pourrait peut-être être utile pour parvenir rapidement à une conclusion. À mon avis, l'Iran prend son temps pour prendre une décision sur cette question très importante, et il faudra une réponse définitive dans un délai très court. Maintenant, la partie la plus choquante de la déclaration est qu'elle a été rapidement supprimée. Si vous avez suivi Trump ces dernières années, vous savez que ce n'est pas quelque chose de très courant. Le président Trump supprime très rarement des tweets après les avoir publiés, mais celui-ci a été supprimé et nous ne savons pas exactement ce que cela signifie. Mais la riposte russe est arrivée, et elle n'a pas été très forte, comme toujours ils ont attaqué des civils. Mais avant d'en arriver là, nous avons aussi eu une autre nouvelle ici aux États-Unis. Le nouveau président de l'Allemagne vient de visiter les États-Unis pour rencontrer le président Trump à la Maison-Blanche. Et voici ce qu'il avait à dire au sujet de la récente attaque ukrainienne. Je veux aussi parler de la Russie et de la guerre en Ukraine, et du fait que nous n'avons toujours rien qui ressemble à un accord de paix ou à un cessez-le-feu. Apparemment, le président Poutine a dit hier au président Trump lors d'un appel qu'il allait répondre à cette attaque surprise de drones ukrainiens, qui, je pense, a aussi été une surprise pour vous. Axios rapporte que le président a qualifié cette attaque de, je cite, forte et, je cite encore, impressionnante. Êtes-vous d'accord avec lui ? Eh bien, l'Ukraine est la victime d'une agression très dure. Et cette agression vient uniquement de la Russie. Et la Russie a le pouvoir de mettre fin à cette guerre immédiatement. Il pourrait l'arrêter du jour au lendemain. C'est pourquoi j'ai demandé au président de se joindre à nous pour mettre plus de pression sur ce gouvernement, sur Poutine, afin de mettre fin à cette terrible guerre. J'étais un peu plus optimiste il y a quelques semaines, lorsque les premières initiatives diplomatiques étaient plus ou moins couronnées de succès. En attendant, il est très difficile d'amener les Russes à la table des négociations. C'est pourquoi j'ai demandé au président d'en faire plus et de mettre la pression sur la Russie. Vous savez qu'il y a un projet de loi au Sénat, rédigé sur de nouvelles sanctions. Je viens d'avoir un débat, une discussion avec quelques collègues du Sénat.
J'espère sincèrement que nous suivrons cet exemple et que nous agirons de même. Notre seul but est de mettre un terme à cette guerre effroyable. Mais est-ce que cela complique les discussions, les pourparlers de paix, si notre président, le président Trump, qualifie ces attaques avec des mots aussi forts? Eh bien, mon point de vue personnel est très clair et très simple. Seule la force apporte la paix, et si vous êtes faible, vous invitez l'agression, donc... L'Ukraine doit être forte, et c'est la raison pour laquelle nous lui apportons un soutien militaire, financier et politique. C'est quelque chose que nous souhaitons poursuivre aussi longtemps que nécessaire. Mais encore une fois, notre objectif commun est de mettre fin à cette terrible guerre. Maintenant, la riposte russe a bien eu lieu, et elle a été massive. Mais contrairement à l'Ukraine, qui visait des cibles militaires, la Russie a commencé à cibler des civils ukrainiens. Voici plus de détails à l'écran. Vous pouvez voir tous les drones et missiles utilisés par la Russie, ainsi que le trajet de toutes ces armes. Voici exactement ce qui s'est passé. La Russie a lancé plus de 400 drones et plus de 40 missiles, y compris des missiles balistiques, sur l'Ukraine la nuit dernière. L'attaque russe a tué 4 personnes et en a blessé plus de 40. À Kiev, 4 personnes sont mortes et 23 ont été blessées. Des immeubles résidentiels, des voies de métro, des voitures et des infrastructures civiles ont été endommagées. Selon les informations, la Russie a frappé Loutsk avec 15 drones et 6 missiles. 15 personnes en ont été blessées. Un immeuble résidentiel, des maisons, un bâtiment gouvernemental, des locaux commerciaux et des voitures ont été touchés. Le schéma est clair. L'Ukraine a visé des bombardiers qui avaient été utilisés pour cibler des civils ukrainiens. Et en représailles, la Russie cible des bâtiments civils? Qu'est-ce que la Russie espère accomplir? C'est une chose si la Russie visait des bases militaires, et ensuite il y avait quelques victimes civiles comme dommages collatéraux. Mais ici, la Russie cible directement des bâtiments civils, des appartements et des centres commerciaux. Cela montre clairement que l'intention de la Russie n'est pas de mener une bataille militaire, mais plutôt d'attaquer les civils ukrainiens. Mais malheureusement, il semble que les blogueurs russes et les commentateurs militaires ne soient pas satisfaits de cette riposte. Parce que souvenez-vous, la frappe ukrainienne sur les bases aériennes russes a été la plus grande et la plus dévastatrice que la Russie ait jamais subie depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, depuis l'opération Barbarossa. Et ce que la Russie a fait, c'est essentiellement cibler des civils ukrainiens. Et c'est quelque chose qu'ils font presque toutes les 2 semaines dans cette guerre. Donc clairement, les blogueurs militaires russes ne sont pas contents. Voici juste un des commentaires. La frappe d'aujourd'hui était notre réponse à au moins 4 attaques terroristes et à la destruction de stratèges. Alors cela n'avait aucune valeur. Mais chaque fois que vous attaquez la triade, ce n'est pas tellement les dégâts que vous causez à la triade elle-même, comme les vecteurs de lancement ou les bombardiers, mais c'est l'impact psychologique que vous avez, et cela montre que c'était énorme. Une grande humiliation. Eh bien, et je pense que cela a montré que, vous savez, l'Ukraine ne se laisse pas faire là-dessus. L'Ukraine dit en gros, nous aussi, nous pouvons jouer à ce jeu. Et ils peuvent augmenter le niveau de risque à des niveaux qui, pour moi, doivent être inacceptables et coûteux. Augmenter le coût pour la Russie aussi, c'est 7 milliards de dollars de dégâts. Mais avant de vous laisser partir, est-ce que les sanctions sont rédigées et prêtes à être appliquées si le président décide de les utiliser? J'ai discuté avec Lindsey Graham ce week-end et je pense que oui, les sanctions contre la Russie sont prêtes à être mises en place dans le cadre de la loi de 2025. Et je pense qu'il les apprête à l'emploi. Et voilà, elles sont assez contraignantes. Je veux dire, quand on regarde le fait que la taxe pour les 500% sur les produits le pétrolier est regardée au Congrès et les... La Maison-Blanche et les sanctions européennes sont-elles identiques ou s'agit-il de 2 séries de sanctions distinctes? Non, c'est la même chose, compris. Et c'est parce que la Russie est un État pétrolier et une grande partie de son argent provient du